La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Nous partons aujourd'hui dans les coulisses du marché des applications mobiles, celles que nous utilisons chaque jour et qui sont conçues par des personnes comme notre invité. Il y a plus de 10 ans, il a créé à Genève sa propre entreprise Atypique, qui travaille pour des grands noms comme l'aéroport de Genève, la SSR, le groupe français Vinci. Yannick Durst, bienvenue dans B2B. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. On va découvrir comment vous êtes devenu le patron d'une entreprise qui compte aujourd'hui 17 collaboratrices et collaborateurs. Portrait. Yannick Durst, est-ce que vous vous rappelez de la toute première interaction avec votre première interaction avec une interface numérique ? Ouais, ça date un petit peu. C'était l'ordinateur de mon père. Alors, je ne saurais pas dire exactement quand, mais c'était un Commodore. C'était la première interaction, hormis les vieux téléphones qu'on quoi connaît. avec ce Commodore ? Je jouais. J'avais un jeu vraiment avec ces manettes, avec cette grosse boule rouge là, comme ça. Et je jouais. Voilà, c'était que du jeu. À quel moment vous avez ressenti le besoin de comprendre comment cette interface graphique fonctionnait ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Alors, c'est venu plus tard. C'est la première fois où j'ai été confronté à un Mac, un Macintosh, donc vraiment les tout vieux Macintosh. Et là, j'enregistrais ma voix. Donc, j'étais déjà un petit peu dans le monde de l'enregistrement de la voix. J'enregistrais ma voix et puis j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir se réécouter. Et du coup, j'ai pas arrêté de. Quel âge là ? Je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, après, j'ai pas arrêté de saouler mes parents pour avoir mon premier ordinateur que j'ai eu à 13 ans. Donc, assez tôt. Alors on va faire un petit bond dans le temps, les années 2000. En 2000 même, vous rentrez chez Infomaniac. L'entreprise lançait cette année-là l'hébergement de sites web. Elle était déjà dans d'autres activités avant. Vous vous rappelez de ce premier jour chez Infomaniac ? Un premier jour atypique ? Oui, je me rappelle encore très bien. J'étais à l'époque, les bureaux étaient encore à l'avenue Cardinal Mermillod, donc étaient partagés entre le magasin et puis Infomaniac Network, qui est devenue ensuite la société d'hébergement et de services numériques qu'on connaît. Vous imaginiez, à l'époque, c'était il y a 22 ans maintenant, vous imaginiez que les applications, mobiles ou pas, les applications de manière générale, allaient prendre une telle place dans notre vie ? Non, pas du tout. Alors déjà, j'étais très jeune. Je me souviens d'ailleurs un de mes premiers travaux, c'était de faire le site d'une radio genevoise que vous connaissez très bien, qui est la radio NFM. Non, c'était vraiment du site internet à l'époque. Il y avait pas, on n'était pas du tout on était bien loin de s'imaginer ce qu'allait être le monde, surtout au niveau des applications, dans les 20 ans à venir. Vous avez évoqué la radio. Aussi, il me semble que parallèlement à votre aventure chez Infomaniac, vous étiez animateur, réalisateur de radio. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce média qui était pour le coup pas numérique à l'époque ? J'adorais la technique, donc j'étais souvent derrière Regardez le studio Ecanville. Exactement, ouais, ça me rappelle des souvenirs. Et puis ensuite, l'animation est venue comme ça. Voilà, j'avais une certaine simplicité, puis un plaisir de le faire. J'adorais la musique aussi. Donc voilà, je voulais devenir animateur radio, c'était mon objectif. Vous avez échoué. J'ai pas échoué, c'est mes parents qui m'ont toujours bridé là-dessus. Et puis non, j'en ai fait pendant quelques années quand même, pendant 15 ans. Et puis ensuite, j'ai arrêté parce que l'entreprise me prenait beaucoup de temps. Et puis il fallait que je choisisse, je pouvais pas toujours faire les deux. Donc j'ai choisi l'entreprise plutôt que la radio. Ouais, justement, de 2010, vous arrêtez la radio, vous quittez Infomaniac. Dans quel état d'esprit vous partez d'Infomaniac ? C'est une entreprise que vous avez servie pendant plus de 10 ans. Vous vous sentiez comment ? Je voulais ne plus avoir de patron et pouvoir prendre des vacances quand je voulais. Autant dire que j'ai raté les deux, parce que maintenant je me retrouve avec 17, 18 patrons, plus tous les clients. Et puis je peux de loin pas prendre des vacances quand je veux. 17, 18. Oui, non, mais on peut. Je vais un petit peu plus loin, quoi. Donc ouais, non, je voulais vraiment essayer autre chose. Et j'ai eu la chance de travailler avec le patron, un des fondateurs d'Infomaniac pendant ces 10 années. Et puis clairement, il m'a transmis le virus de l'entrepreneuriat. Et puis
puis j'ai décidé ensuite de me lancer moi-même pour faire ma propre expérience. Aujourd'hui, il y a un nombre conséquent quand même d'agences de développement d'applications mobiles à Genève. On compte à peu près une quinzaine d'acteurs. Il y en avait combien en 2010? Quand on a commencé, nous, il y en avait 0. Vous étiez les premiers. Réellement 0, quoi. On était les tout premiers. En Romandie, certainement. En Suisse, c'est encore quelque chose de possible. On a vraiment commencé quand l'App Store est arrivé. Hein. Donc, l'App Store est arrivé en Europe. Et le mois d'après, on avait notre première application sur le store, qui était une application qui permettait d'écouter la radio, tout simplement. Enfin, on reste un petit peu dans ce domaine-là. Et donc, vraiment, on était les seuls sur le marché au tout début, quoi. Être le premier sur un marché, ça ne veut pas forcément dire durer quand il se développe. Alors, comment on garde cet avantage d'être le premier? Comment est-ce qu'on le transforme? Il faut faire des beaux produits. Il faut faire de la qualité, il faut être ingénieux, surtout dans ce domaine-là où il y avait tout à inventer en fait. Donc c'était vraiment saisir les opportunités quand elles se présentaient à vous. Je crois que c'est ce qu'on a fait pendant ces 11 ans. C'est ce qu'on continue à faire. Alors à une échelle maintenant un petit peu différente, avec une vision du métier, du business qui est différente qu'au tout début, où on était 2. Et puis en fait, notre objectif, c'était de s'amuser et de faire des produits sur le téléphone qu'on trouvait sympa et puis qui répondaient aux attentes de nos clients. Aujourd'hui, voilà, on est devenu une vraie structure, une vraie société solide et du coup, on a dû nous organiser, changer un petit peu notre vision de la gestion d'entreprise et tout ce qui va avec. Le marché des apps, c'est évidemment développé très fortement. Il y a des attentes des clients, il y a des conventions, si on peut dire comme ça. Ça bride la créativité des débuts quand on peut proposer encore des choses aux clients. Ça bride pas la créativité des débuts parce qu'il y a des conventions, mais parce qu'on a des acteurs qui sont devenus très très importants, qui forment en fait la plateforme. On parle d'Apple et de Google. Eux imposent leurs contraintes et ils vont plus loin même, c'est que les bonnes idées, ils les reprennent assez facilement pour les mettre dans l'OS de base. Donc effectivement, il y a plein de sociétés dans le monde, ça ne nous concerne pas nous directement parce qu'on travaille avec des clients. Dans le domaine des aéroports, par exemple, il n'y a aucun intérêt pour Apple d'avoir une application avec tous les vols du monde entier. Mais il y a des applications vraiment basées sur des usages du quotidien qui ont été des superbes applications et puis qui ont été mangées en fait parce qu'Apple a développé son propre service puis elle a tué de fait d'autres sociétés. Alors comment est-ce qu'on peut rester créatif? En quoi est-ce qu'on peut l'être encore aujourd'hui? Parce que le monde change en continu, en fait. C'est ça qui est fou et qui est encore intéressant. C'est que le monde d'aujourd'hui, on se serait vu il y a 2 ans, on n'aurait pas imaginé une pandémie comme on l'a eu. Il y a plein d'usages qui sont nés de cette pandémie, plein de nouveaux métiers qui vont être créés suite à cette pandémie. Et le monde est en constante évolution. Et du coup, il faut à chaque fois essayer de trouver des solutions pour faire mieux, pour faire plus simple. Nous, c'est vraiment notre objectif. Quel exemple de métier vous pourriez donner, né de la pandémie? C'est une bonne question. Non, alors, on voit tout ce qui est entreprise de services à distance qui se sont créées ou qui ont vraiment explosé, livraison de repas à domicile. Le métier, par exemple, de restaurant a un peu évolué. Aujourd'hui, vous n'ouvrez pas un restaurant en ne pensant ne faire que du plat sur place, quoi. C'est absolument impossible, vous ne survivez pas. Il faut obligatoirement vous préparer pour pouvoir faire du service à l'emporter. Donc ça demande une adaptation de différents métiers suite à des évolutions en fait, dans notre vie de tous les jours. On reviendra à Atypique dans la deuxième partie de l'émission, mais d'abord, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Quand vous vous êtes lancé, vous avez pris le risque de quitter une entreprise qui marchait, vous étiez sûrement bien installé. Qu'est-ce qui était le plus difficile au début? C'était le manquer de soutien financier, de la peur d'échouer, tout simplement? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui était difficile? Moi, je me suis lancé sans rien espérer. Je ne me suis pas donné d'objectif personnel en me disant il faut qu'à 40 ans j'ai une Rolex ou à 50 ans j'ai une Rolex. Il faut que voilà. Je me suis lancé en me disant voilà, j'ai envie de faire un peu ce que je veux, d'avoir un peu moins de pression, de pouvoir être un peu plus libre dans mon métier de tous les jours et dans ce que j'aime faire. Et en fait, ça a pris pas par surprise, mais vraiment. Enfin, si je me projette, je n'imaginais pas en arriver là aujourd'hui. J'imaginais pas continuer à faire vivre une société comme ça. C'était pas du tout mon objectif premier, ça l'est devenu sur le tard. Donc, j'avais pas d'attente, sauf celle de faire ce que je voulais un petit peu, de m'amuser et puis d'essayer de voir ce que ça donnait en fait en faisant les choses moi-même. Ça, c'est la clé du succès. Il faut se lancer. Ouais, il faut se lancer. Il faut se lancer et puis il faut se lancer à 300% parce que je veux dire que les 8 premières années, c'était non-stop, quoi.
parliez tout à l'heure de nouveaux champs d'application que la pandémie a créés. On trouve aujourd'hui plusieurs types de devices, et les ordinateurs, smartphones, télévisions, smartwatch. Grâce à la 5G, les objets connectés, les IoT, est-ce qu'il y a encore de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir et si oui, lequel paraît le plus florissant pour vous? Alors, le plus florissant pour moi qui va arriver, je le dis depuis 4 ans, mais j'espère que ça arrive demain, c'est les lunettes connectées, clairement. C'est la réalité augmentée qui, je pense, va révolutionner notre quotidien. Google l'a fait, ça n'a pas très Alors, bien ouais, marché mais commercialement. Google l'a fait en mode prototype, quoi. On sait qu'Apple travaille sur un produit de lunettes connectées, puis on sait qu'Apple, quand ils arrivent sur un marché, généralement, c'est pas pour faire du prototype, quoi. Et ils vont sortir. Voilà, toutes les rumeurs convergent vers un produit comme ça qui devrait sortir fin de l'année, annoncé fin d'année, c'est cette année, sorti début de l'année prochaine, qui va être très cher dans un premier temps, mais qui va révolutionner des métiers comme le métier d'architecte, dessinateur, même tous les métiers du bâtiment. Enfin, vraiment, on va apporter des éléments virtuels dans notre vision, dans notre champ de vision en continu. Et ça, je pense, ça va être une vraie révolution. Et de cette révolution-là vont naître... les métiers vont devoir s'adapter. Et nous, développeurs d'applications, on va avoir un champ de possibles qui va s'ouvrir et qui va être juste énorme. Après, il y a la blockchain. Je crois pas mal en la technologie de la blockchain et à ce qu'elle peut permettre de faire demain. Donc voilà, il y a des secteurs comme ça. Et puis évidemment, toutes les entreprises qui vont devoir se transformer, évoluer en termes digital. Il y a encore beaucoup de sociétés qui travaillent avec du papier, avec des modes d'organisation qui vont évoluer de fait dans les années à venir. Donc il va falloir les accompagner, il va falloir être là pour leur proposer des solutions pour leur permettre d'évoluer. Dans cette deuxième partie de B2B, Yannick Durst, nous allons parler du modèle d'affaires d'Atypique et puis nous allongerons le propos au monde des applications et le numérique de demain dont on a commencé à parler. Donc voici un peu plus de 10 ans qu'Atypique opère. On l'a mentionné, quelques applications mobiles ou l'application aussi de la montre Apple pour l'aéroport de Genève. La SSR aussi, vous avez développé un site web pour leur unité sponsoring. C'était pas tout seul, mais en collaboration avec l'agence Trio qui s'occupait du contenu texte et vidéo. Mais commençons par décrire votre modèle économique, ce que vous vendez finalement. Donc, est-ce que c'est un outil, une application clé en main à votre service, à votre client, et puis votre client s'en va après, ou bien vous en restez le propriétaire, il y a un système d'abonnement, comment ça fonctionne? Ça dépend des projets, parce que chaque projet est différent. On a des projets dans lesquels on investit, soit en temps, soit financièrement, soit en diverses autres manières d'accompagnement. Et donc voilà, ça dépend du client, du besoin. Ce qui est assez commun à l'ensemble de nos projets, c'est qu'un client vient jamais chez nous avec un cahier des charges. Et c'est pas du tout le type de client qu'on veut. Le client vient avec un problème, et nous, on est l'équipe qui va résoudre son problème avec diverses solutions sur diverses plateformes qui peuvent être plateforme digitale, une application mobile, une application montre, etc., etc. Combien ça coûte aujourd'hui de développer une application? C'est une question récurrente, c'est une question auquel je réponds toujours de la même manière. C'est exactement comme si j'étais architecte, puis vous me posiez la question de combien ça coûte de faire une maison. Donc ça dépend. Commence à quel prix? Ouais, ça commence. Non, ça commence aujourd'hui une application. Nous, on développe des applications en majorité natives, donc c'est vraiment dans le langage de chaque plateforme. Donc on a un développeur, un ingénieur qui développe pour iOS, les plateformes d'Apple, puis un ingénieur pour Android. Et donc il faut compter vraiment pour une application de base à peu près 25 000 francs par plateforme. En démarrage, quoi. Et après, ça peut monter. Ça ne s'arrête pas. Hein, ça dépend de la complexité de l'application. Ça peut dépasser les 100 000 ou 200 000 francs? Ça peut dépasser le million. Ouais. Ça dépend effectivement de la complexité. Alors, ça dépend de. Voilà, justement, qu'est-ce qui ferait qu'une application coûte plus d'1 million? C'est parce que c'est. On pense à une application peut-être bancaire où la sécurité est très une application dans une entreprise, dans une grosse entreprise où il faut l'interconnecter à plein de systèmes différents, à des énormes bases de données, où il y a des questions de synchronisation de data qui sont vraiment très complexes. Où il faut assurer une sécurité de la donnée qui est importante. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects qui fait qu'une application peut devenir une application qui demande un budget conséquent. À partir de 25 000 francs, ça peut être bien au-delà. Et puis, les termes de marge, j'imagine qu'Atypique gagne de l'argent, sinon vous ne seriez plus là. C'est quel ordre de marge qu'on réalise dans ce secteur? Alors, nous, on ne communique pas du tout sur nos chiffres financiers ni sur nos marges. Dans le secteur du développement informatique, ça peut monter très haut. Hein, ça peut monter jusqu'à 40% de marge. Ça, c'est plus que pratiquement n'importe quelle autre industrie.
On est dans le luxe. On est dans le... Ouais, exactement. Ouais, on est dans le luxe. Après, c'est pas le cas sur tous les projets, loin de là. Hein. C'est vraiment... voilà. Il y a les très grosses... vous regardez, hein, c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, les très, très grosses sociétés qui font le plus de marge, c'est les sociétés dans le domaine technologique. On parlait tout à l'heure de différentes entreprises qui sont clientes chez vous, qui ont des profils bien différents. Gagner un mandat public, privé, il y a une grande différence dans l'approche, dans les conditions à remplir. Il y a une grande différence dans l'appel d'offres déjà. C'est qu'il est beaucoup plus structuré et beaucoup moins facile à remporter. Pour le public. Pour le public, pour l'appel d'offres public. Ouais. J'imaginais. Pour l'appel d'offres privé, voilà, il y a des appels d'offres qui sont peut-être un petit peu moins... avec moins de contraintes que l'appel d'offres public. Nous, on n'a pas... c'est assez récent, notre réponse aux appels d'offres publics. On ne l'a pas fait pendant longtemps. Et puis, on a commencé à avoir ce virus-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on apprécie faire. Moi, j'aime beaucoup répondre aux appels d'offres. Et parce que c'est un véritable challenge, en fait. Je pense que ça réveille chez moi le commercial, même si je ne suis pas commercial, mais l'envie de proposer la meilleure solution et d'être le meilleur et de gagner le pitch. On a gagné dernièrement l'appel d'offres européen de Vinci Airport pour les aéroports de Lyon. Ça, c'est privé comme entreprise. Oui, mais en fait, eux, ils répondent c'est semi-privé et ils répondent... C'est un appel d'offres européen, donc ils sont obligés de faire ça comme ça. Et donc, du coup, voilà, on était face à des grands groupes en face, à des vrais concurrents de qualité. Et c'était vraiment une bataille. C'était compliqué et on est très content d'avoir réussi. Vous l'avez remporté avec, vous disiez, 17 ou 18 employés. Ça paraît pourtant tout petit. Ou bien, au contraire, vos effectifs grandissent quand un projet arrive et puis diminuent quand le projet est terminé. Comment ça fonctionne ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours une croissance ultra réfléchie et ultra conservatrice. C'est-à-dire que, voilà, on a 11 ans d'existence, on est 17, 18, donc c'est pas une croissance qui est phénoménale. Mais en fait, nous, notre objectif, c'est d'intégrer chaque nouvelle ressource dont on a besoin dans l'entreprise. Donc, on a assez peu de partenaires externes avec lesquels on travaille sur des domaines qu'on ne maîtrise pas. Ces domaines-là, si on ne les maîtrise pas, on les intègre à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment notre objectif de société. Après, évidemment, s'il y a des très gros projets qui arrivent, on va engager du monde. Mais notre objectif, c'est pas de réduire... Enfin, on ne cherche pas à scaler très rapidement, à grandir très rapidement, et puis dès qu'on n'a plus, à licencier du monde. Non, notre objectif, c'est de réfléchir et peut-être de refuser des projets parce qu'on n'a pas l'assurance plus tard de pouvoir garder l'équipe qu'on a. Le plus important dans notre métier, je pense que c'est l'équipe. Vraiment. Enfin, on fait un point d'honneur à avoir des collaborateurs avec lesquels on aime travailler, qui aiment travailler avec nous, qui adhèrent à la vision de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, à la manière de fonctionner. C'est le plus important. Si vous avez une équipe qui ne fonctionne pas, votre produit ou ce que vous allez offrir comme service aux clients, ça ne va pas fonctionner non plus, quoi. Donc ça a été c'est extrêmement important pour nous. D'après votre site internet, vous cherchez à recruter 3 personnes, un designer et 2 développeurs. Ouais. C'est donc 3 personnes en plus des 18 que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Parce que là, il y a... Parce qu'en fait, on a 2 casquettes. Vous demandiez un petit peu quel était notre business model. Donc, on est une entreprise de service. Donc, on va proposer nos services à des entreprises et à des particuliers qui souhaitent développer des logiciels ou des plateformes digitales. Et puis, on est aussi éditeur de nos propres solutions. Donc, en fait, ça, c'est notre objectif, c'est de pouvoir faire grandir cette partie-là. Donc, j'imagine. Alors, Imhotep, par exemple, on a une application mobile pour consulter les demandes d'autorisation de construire basées sur le canton de Genève en temps réel. Ça, c'est un produit qu'on a sorti nous et qui est purement vendu par Atypique. On a un autre produit qui s'appelle Sherlock qui permet de centraliser toutes les feuilles d'avis officielles de Suisse, de pouvoir mettre des alertes sur des mots-clés et d'être informé en temps réel. Ça, c'est un autre produit. Et on a d'autres types de produits sur lesquels on est en train de travailler et qu'on veut sortir en casquette éditeur. Donc, il va falloir... on doit arriver à concilier les deux, quoi. Répondre aux demandes des clients et à être notre propre client. Jamais de sous-traitance dans des pays comme la Russie, Roumanie. Jamais. Ça nous est jamais arrivé et ça nous arrivera jamais. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de talent là-bas. Il y a beaucoup de talent là-bas. Le problème, c'est que c'est pas du tout. Enfin, c'est pas un problème. Il y a des sociétés qui le font très bien, mais c'est pas du tout notre objectif. Nous, notre objectif, c'est de construire le tissu local, d'engager des gens locaux, et puis de monter en compétences au niveau local, quoi. On pense que c'est vraiment important. De garder et de permettre de faire vivre la compétence d'un ingénieur et d'un développeur logiciel en Europe et en Suisse principalement. Parce qu'on va être amené à des défis à l'avenir et si tous les développeurs travaillent en dehors de l'Union européenne, aux États-Unis, chez les GAFAM, on va avoir un sacré problème en fait. Et on l'a déjà aujourd'hui, on voit au niveau du recrutement.
C'est dur. C'est difficile. C'est très difficile, ouais, c'est très difficile. Ouais. Déjà parce qu'en Suisse, on a très peu d'écoles Enfin, on a l'école 42 maintenant qui est arrivée récemment, donc Vous on le verra. Ouais, on suit ce qui se passe et on est impatient de voir. Vous êtes un des parrains de l'école 42 ? Non, on n'est pas parrain, non, pas du tout. Ils cherchent encore à boucler leur budget. Si Bah, c'est très bien, on va les contacter Et, alors. Christophe Vanière était il n'y a pas longtemps l'invité de B2B. Ouais. Donc, Non, mais alors, pas. c'est très difficile parce qu'on est face. Alors, un peu moins maintenant, je pense, parce que les GAFAM sont en train de se prendre un petit peu le retour de bâton. Ils ont beaucoup engagé pendant la pandémie, avant la pandémie. Maintenant, on voit qu'ils réduisent drastiquement leurs effectifs. Google vient pourtant cette semaine d'ouvrir un campus à Zurich. Ouais, mais Facebook a annoncé, je ne sais plus combien de milliers de licenciements dans les prochaines années. Tesla, pareil. Et c'est des ingénieurs voilà, qui seront de nouveau sur le marché. Mais on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Enfin, niveau toute catégorie confondue, les salaires d'un stagiaire chez Facebook, c'est $7 000 par mois, quoi. Donc clairement, on n'est pas du tout dans cette ligne-là, et ça pénalise les plus petites entreprises qui pourtant ont la plupart du temps et bien souvent de très 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 bons, voire les meilleurs talents. Vous évoquez Google, tout à l'heure Apple. Dans le modèle économique des applications, voilà, quand on passe par leur magasin, leur store, et qu'on vend notre application, une commission est prélevée sur cette app. Est-ce que ce modèle, il est promis toujours à un grand avenir, ou bien l'émergence des sites internet toujours plus responsive, donc qui s'adaptent au format du smartphone, vont les remplacer à terme ? Non, je pense que ce modèle, il va continuer, peut-être avec des coûts qui seront moins importants pour les entreprises qui vendent leurs applications à travers des stores. Donc aujourd'hui, on est sur du 30% chez Apple, C'est énorme. 15%. Alors c'est 30% des 1 million de chiffre d'affaires annuel, sinon c'est 15%. C'est énorme, mais en fait, si on regarde la somme de ce qu'ils mettent en place pour ça, si vous souhaitez vendre une application, il va falloir développer un système de paiement, un système d'abonnement, etc., etc. Ça demande beaucoup d'efforts. Et même si vous prenez une solution qui existe déjà, il va falloir l'intégrer, il va falloir payer des licences. Donc, en fait, bon an, mal an, c'est pas si énorme que ça. Les sociétés qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires, elles font une marge énorme grâce à l'App Store. Donc, pour elles, c'est pas vraiment un problème de donner 30%, de laisser 30% à Apple. Puis les plus petites sociétés qui font moins d'1 million, elles ont 15% de... Et là, 15%, très clairement, voilà, si vous calculez tous les coûts que vous allez devoir faire pour pouvoir vendre votre application, la distribuer, etc., avec un niveau de sécurité comme le proposent les plateformes d'Apple. Ça vaut ce prix. Moi, je pense que ça vaut ce prix. Ouais. À 30% pour les petits business, ça ne le valait pas. Mais Apple s'est bien rendu compte que ça allait être un problème et a corrigé le tir. Trop tard, mais l'a fait. On évoquait les contours de ce sujet il y a quelques instants, la souveraineté numérique. Le Conseil fédéral a chargé de mettre en place une stratégie en intégrant les acteurs numériques, scientifiques, économiques du pays, par exemple sous la forme d'un partenariat public-privé. On parle d'un cloud souverain pour stocker les données en Suisse sous la responsabilité d'un consortium d'entreprises helvétiques. Ces entreprises sont-elles vraiment à la hauteur techniquement, selon vous ? Ouais, mais évidemment. On a aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a le CERN aussi à Genève. Le réseau Internet a été conçu en partie ici, quoi. Alors le réseau purement, c'est de l'armée américaine, mais l'HTML, le premier langage, ça c'était le CERN. On a des ingénieurs qui sont formidables, des sociétés qui sont formidables en Suisse. On est évidemment capable, vu notre typologie en termes de géologie, d'abriter des data centers qui sont ultra sécurisés dans les montagnes. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Enfin, vraiment sécurisé et fiable. Bien, évidemment. Mais pourtant, parce qu'il y a toute une critique auprès des premiers appels d'offres remportés par des géants américains auprès des autorités fédérales et chinois. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu chauvin? Parce que vous évoquiez tout de suite la puissance et que ça valait la peine de payer ces commissions pour Apple. Les géants Amazon, Microsoft fournissent des services d'excellente qualité. On pourrait imaginer que certaines données moyennement sensibles, les cartes de Suisse par exemple, peuvent être stockées chez les Américains. Il y aurait rien ce serait efficace. L'argent du contribuable serait bien employé de cette manière. En fait, la problématique, moi, je vois beaucoup plus long terme, quoi. Je pense que, et on l'a bien vu avec la pandémie, et ces entreprises-là, elles ont un pouvoir qui est démentiel. Elles sont plus fortes que les États aujourd'hui. C'est la réalité des choses. C'est qu'elles sont capables de mettre en place des règles, des conditions générales qui vont à l'encontre des lois dans nos pays.
Et on peut rien faire contre ça parce que tout est hébergé aux États-Unis. Tout est hébergé dans d'autres pays, quoi. On peut parler des États-Unis, de la Chine. Amazon aura ses serveurs en Suisse. Oui, mais Amazon, c'est une société américaine qui est sous le Patriot Act. Et le Patriot Act, il permet à l'État de demander une copie des données. Donc, Pour les cartes de Suisse, ce ne sera pas très grave. pour les cartes de Suisse, c'est pas très grave, non, bien sûr. C'est évident que ça va être très compliqué de faire plus fort que Google Maps ou qu'Apple Plan. Hein. Ça, on en est bien conscient maintenant. Pour des données qui concernent la vie privée des citoyens suisses, je pense, et je pense que ça devrait être le cas dans tous les pays, que tous les pays devraient investir dans leur propre infrastructure. Et les compétences sont là. Ça va pas coûter plus cher. Et puis en fait, ça va pas coûter plus cher parce que vous allez investir dans vos propres infrastructures. Vous allez investir dans des entreprises suisses qui vont payer des gens en Suisse, alors que là, vous payez des entreprises aux États-Unis qui vont payer des gens aux États-Unis. Et voilà. Et donc on est vraiment dans un... Une dernière relance là-dessus. La Suisse doit son succès économique à son ouverture et pas à son chauvinisme. Oui, c'est vrai. Maintenant, on est dans un domaine numérique. Et le domaine numérique, il n'a pas de frontières. C'est ça un petit peu la problématique. Donc on doit penser les choses un petit peu différemment. C'est paradoxal. C'est un peu paradoxal. C'est complètement paradoxal. Mais je pense vraiment que le problème, c'est que si on continue à investir, à donner nos moyens à des entreprises comme Alibaba, qui était une... Les Chinois, c'est pas un état de droit. En plus de ça, Notamment aux États-Unis, je veux dire. et on perd une valeur, on perd un savoir-faire qui est absolument... Enfin, c'est le futur, enfin, très clairement. Les ingénieurs, ça fait partie de notre futur. C'est eux qui vont devoir résoudre en partie les problématiques auxquelles on va devoir faire face dans les prochaines dizaines d'années à venir. Yannick Durst, pour terminer cette émission, le quiz Boomer ou Y, histoire de comprendre ce que vous aimez piquer dans ces deux générations. Alors, deux entrepreneurs, Nick Hayek ou Guillaume Pouza, lequel choisissez-vous? Nick Hayek. La vieille génération. Oui, par L'industrie et pas le numérique. exactement, mais juste parce que je pense que le parcours est absolument fou et le rayonnement aussi, quoi. Donc, Swatch contre Checkout. Exact. Vous qui avez été animateur radio, K-pop ou vieux rock? Vieux rock. Vieux rock. Star Wars ou Stranger Things? J'ai pas vu Stranger Things, j'ai vu et j'ai pas vu tous les Star Wars, donc je suis très mauvais là-dedans. Et d'ailleurs, non, mais je me paye la honte à chaque fois que je le dis, mais non, je suis pas très Star Wars, c'est vrai. Je suis désolé. Il faut regarder Stranger Things au plus vite. Ouais, il faut. Facebook ou TikTok? TikTok malheureusement, et Facebook anciennement malheureusement aussi. TikTok c'est une drogue, hein, c'est horrible. C'est chinois. Et c'est chinois. Joël Dicker ou Michel Houellebecq? Houellebecq plutôt. EasyJet ou Interrail? Le vélo. Pour atypique, le futur, c'est l'entrée en bourse, l'IPO ou bien le rachat par un géant? Ce sera sûrement la tokenisation de nos actions et puis l'ouverture au grand public. C'est une sorte d'IPO. C'est une sorte d'IPO. Pour quand? Non, je sais pas. Non, c'est vraiment pour répondre à cette question, mais ce sera pas a priori pas le rachat par un géant. Et puis ça pourrait être le rachat par ses propres collaborateurs, pourquoi pas. On va terminer avec un petit café, comme à la fin d'un repas. Le café avec double crème de gruyère ou lait de soja? Plutôt le maté, mais si je dois choisir pour le café, je mettrais plutôt du lait de soja. Merci beaucoup Yannick Durst. Merci à vous. Aujourd'hui dans B2B. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.